auparavant, on entendait les autres quartiers dans le hip-hop. Pikine, Thiaroye, Médina, Guédiawaye, Cambérène. On n'entendait pas Dalifort. Du coup, des mélomanes qui rôdaient autour, quoi, qui écoutaient de la musique dans des concerts, ils se sont réunis, ils ont dit mais pourquoi à Dalifort, il y a des talents, il y a des gens qui savent rapper, et on n'arrive pas à entendre le nom du quartier. C'est quoi le problème? Donc il va falloir qu'on crée une connexion. L'arrivée des Rapadio, ça a changé beaucoup de choses par rapport à comment se concevait le hip-hop, comment les gens concevaient les artistes, parce que quand j'écoutais le Dari, c'était juste de la musique fun, tu vois, faire danser les gens. Mais avec Rapadio, j'ai eu une autre mentalité par rapport au rap, par rapport à la musique. Déjà, on met les bonnets Cabral. Nous sommes les premiers rappeurs au Sénégal à mettre ça. Maintenant, si vous voyez la flambée des prix, c'est grâce à nous. Parce qu'auparavant, ça n'intéressait pas les jeunes. Ouais. Nous, on s'est dit qu'il faut qu'on crée quelque chose. On ne peut pas mettre des casquettes New York, des casquettes LA ou Brooklyn qui viennent d'ailleurs. On n'a rien contre les rappeurs qui mettent ça. Mais pour nous, il faut valoriser ta culture, il faut valoriser ta communauté, quoi. Parce que ces bonnets-là, ce sont nos grands-parents qui sont au village, la plupart du temps, ou bien les vieux retraités qui mettent ça. Ouais. Plongez au cœur de la culture vibrante du hip-hop sénégalais avec le podcast Hip-Hop Sénégal Rec. Un voyage à travers les rythmes, les paroles engagées et l'histoire de ce mouvement urbain dynamique qui traverse les générations. Grâce à nos invités, Hip-Hop Sénégal Rec explore les fondations posées par les pionniers, suit l'évolution d'une culture et va à la rencontre des figures du hip-hop au Sénégal dans toute sa largeur. Artistes, photographes, producteurs, DJ, beatmakers, réalisateurs, danseurs et autres corps de métier, chaque épisode dévoile les récits passionnants, les inspirations profondes et les passions qui ont façonné et continuent de propulser le hip-hop au Sénégal. Bienvenue dans Hip-Hop Sénégal Rec, où la musique, la culture et l'héritage des pionniers se rencontrent et où le passé, le présent et le futur du hip-hop sénégalais se rejoignent pour vous captiver. Pur produit de Dalifort, Fouken Cook est un groupe de 3 rappeurs qui avaient pour ambition de mettre les projecteurs sur leur commune. Objectif atteint et plus encore. Dans ce nouvel épisode de Hip Hop Sénégal Rec, Freeloader, l'un des membres de ce groupe, nous raconte la genèse de son crew et détaille leur façon de fonctionner en tant que groupe d'individus. Il revient en long et en large sur cette mission de promouvoir les talents de Daf Ghetto, qui est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Le fort engagement et leur attachement à la culture font de Fouken Cook un groupe très particulier et on le comprend tout au long de cette conversation. Freeloader explique également comment ils ont réussi à booker leur premier concert à l'international sans avoir sorti le moindre album et pourquoi ils considèrent l'année 2003 comme l'apogée du hip-hop sénégalais. Et si vous vous posez des questions sur le pourquoi de la notoriété du bien connu bonnet Cabral, ne cherchez pas plus loin, Freeloader vous donne la réponse. Yeah. Je dirais Canaro à tout le monde. C'est Mansour Mbalo, plus connu sous le nom de Freeloader, aka Indibo Tiber, professeur, rappeur, membre du groupe mythique Fouken Cook, basé à Dalifort, et membre fondateur du mouvement Y en a marre. Tu peux nous dire d'où vient Freeloader? Bon, Freeloader, c'est mon nom d'artiste. Auparavant, on m'appelait Sourman. Sourman, c'est l'envers de Mansour. Donc, il n'y avait pas trop de créativité. Du coup, j'ai dit il faut changer de nom, quoi, parce que quand on est artiste, on est censé creuser. Donc, après avoir longtemps creusé, j'ai trouvé le nom de Freeloader qui me va bien, quoi. Okay. Quand on parle de Freeloader, on parle de quelqu'un qui a l'esprit bien chargé et qui est libre de télécharger toutes ses connaissances et toutes ses capacités à la société, au monde du hip-hop, à la communauté en quelque sorte. Ok. Et ça. Ok, nice. Quelles ont été tes premières connexions au hip-hop sénégalais? Est-ce que tu t'en souviens? Comment je suis entré dans l'hip-hop en quelque sorte? Ouais, ou même la première fois que tu as entendu du hip-hop sénégalais ou que tu as vu un concert. C'était lorsque j'étais au collège. Le groupe d'Aradi, c'était un groupe que j'écoutais parce qu'auparavant j'étais danseur. Mais au fil du temps, au fur et à mesure d'écouter du rap, finalement j'ai abandonné la danse et je suis entré naturellement dans le hip-hop, quoi. Mais j'écoutais Daradi auparavant, PBS. Daradi PBS auparavant, quoi. Ensuite, il y a Pifras et Rapodio, quoi. Mais auparavant, quand j'étais au collège, c'était Daradi, quoi. Parce que
c'est un groupe qui m'inspirait beaucoup, quoi. J'aimais leurs chansons, mais du coup, j'ai commencé à réécrire leurs textes. Ouais. Et en rappant leurs paroles, c'est comme ça que ça s'est venu, quoi, naturellement. Et comment tu as eu c'est quoi ton rapport avec l'écriture? Parce que là, tu disais que tu avais commencé à réécrire leurs textes. Oui, mon rapport avec la lecture, peut-être que c'est parce que j'étudiais en même temps. Donc, quand on parle d'études, on parle aussi d'écriture. Donc, peut-être c'est ce qui m'a facilité la tâche. J'ai commencé à écrire leurs paroles. Ensuite, naturellement, j'ai commencé à écrire mes propres textes, quoi. Ouais. Ouais. Au fil du temps, j'ai eu à écrire beaucoup de choses. Peut-être le début, on écrivait juste pour écrire. Il n'y avait pas de... comment dire, on respectait pas les normes. Il y avait beaucoup de manquements, mais au fil du temps, on grandit, on gagne de la maturité, donc on soigne les écritures, quoi. Ouais, du coup, au début, c'était plus de l'impro et ce que tu ressentais, etc. Est-ce que ça rend pas le truc encore plus beau Oui, comme on dit, hein, l'écriture, pour moi, c'est ce qu'on appelle gymnastique intellectuelle. Parce qu'à chaque fois, tu te réveilles, tu penses à quelque chose, tu écris au fil du temps. Comme on dit, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément, quoi. J'ai envie d'écrire une chanson ou bien un morceau qui parle par exemple, qui parle de politique ou de sport ou de lutte. Les idées viennent naturellement. Et puis, par exemple, si tu te réveilles ou bien la nuit avant de dormir, tu écris un vers. Demain aussi, tu vas suivre le vers que tu as écrit, tu auras une autre inspiration pour continuer. C'est ainsi que ça se fait, quoi. Ok. Par rapport à ce qui me concerne, moi. Ok. Yeah. Et donc, tu disais que tu avais écouté PBS, au tout début en tout cas PBS, Daraji. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier qui t'a vraiment genre fait tomber amoureux du hip-hop? Est-ce qu'il y a un morceau qui t'a marqué? Bon, le morceau, je dirais pas morceau, peut-être je dirais des morceaux ou bien des albums, quoi. Mais le morceau du Daraji qui s'appelait, je ne connais pas le titre, mais là il disait Daraji Positibir Lamb, quelque chose comme ça, quoi. Mais c'était un morceau qui faisait danser les gens et puis ça m'a vraiment marqué, quoi. Et quand tu as commencé à te basculer dans le rap, tu continues de la danse ou pas? Non, j'ai abandonné automatiquement. Naturellement, j'ai commencé à rapper, j'ai abandonné la danse, quoi. D'accord. J'ai abandonné la danse. Mais comme je disais, au début c'était Daraji, mais avec l'arrivée des Rapadio, ça a changé beaucoup de choses par rapport à comment se concevait le hip-hop, comment les gens concevaient les artistes. Parce que quand j'écoutais le Daraji, c'était juste de la musique fun, tu vois, faire danser les gens. Mais avec Rapadio, j'ai eu une autre mentalité par rapport au rap, par rapport à la musique. Et c'est devenu une musique quoi? Oui, je m'étais sûr, comme je disais auparavant, c'était musique fun, mais après... C'est entertainment. Oui, entertainment, voilà. Entertainment, mais après, je me suis dit que un rappeur, c'est la voix des sans-voix. Donc l'écriture, il doit toujours focaliser sur l'écriture, écrire des paroles qui ne vont pas mourir, quoi. Parler des thèmes qui ne vont jamais mourir, quoi. C'est ça. On va en reparler après. Il y a une autre question sur ça. Donc, tu disais que tu étais membre donc, de Fouken Cook. Et moi, c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là, moi, que j'ai absolument tenu à vous avoir dans le podcast Hip Hop Sénégalerie. Donc, Fouken Cook, c'est 3 personnes. Dinef, Cap 2E et toi. Tu peux nous raconter votre rencontre? Comment vous êtes rencontrés tous les 3? Oui, Fouken Cook, je dirais, c'est un groupe particulier. Quand je dis particulier, parce que chacun de nous faisait carrière solo. On est né dans un quartier où auparavant on n'entendait pas le nom du quartier. Vous êtes tous les 3 d'Alifor? Oui, on est né là-bas, on a grandi là-bas. Donc auparavant on entendait les autres quartiers dans le hip-hop, Pikine, Thiaroye, Médina, Guédiawaye, Cambérène. On n'entendait pas d'Alifor. Du coup, des mélomanes qui rôdaient autour, quoi, qui écoutaient de la musique, allaient dans des concerts, ils se sont réunis, ils ont dit mais pourquoi à Dalifort, il y a des talents, il y a des gens qui savent rapper, on n'arrive pas à entendre le nom du quartier. C'est quoi le problème? Donc il va falloir qu'on crée une connexion. On va choisir des MC qui ont vraiment le talent, qui sont engagés par rapport au quartier, par rapport au hip-hop, pour former une connexion. C'est dans ce contexte qu'on a créé Fouken Cook en 2003. On m'a coopté, moi, je rappais en solo, Cap aussi rappait en solo.
Il y avait un autre membre qui s'appelait Lamine Bara. Lui, c'était le mentor de PD. On a traîné ensemble 1 an, 2 ans. Ensuite, lui, il a abandonné l'hip-hop, il est dans la religion. Naturellement, PD nous a rejoints, quoi. Et comme je disais, Fouken Kouk, c'est un groupe de défi. Un groupe de la banlieue qui draine une foule, qui a son style particulier. Parce qu'on ne peut pas parler de hip-hop au Sénégal sans parler de Fouken Kouk par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons réussi. Parfois, on parle de Rapadio, on parle de BMG, mais ce que nous, on a fait, aucun groupe au Sénégal ne l'a fait. Modestie à part, parce que lorsqu'on a créé le groupe, on a dit que pour qu'on perce, il faut qu'on fasse des choses différentes. Il ne faut pas répéter la même chose que les autres faisaient, quoi. Donc du coup, on a créé notre propre ligne vestimentaire. Déjà, on met les bonnets Cabral. Nous sommes les premiers rappeurs au Sénégal à mettre ça. Maintenant, si vous voyez la flambée des prix, c'est grâce à nous. Parce qu'auparavant, ça n'intéressait pas les jeunes. Nous, on s'est dit qu'il faut qu'on crée quelque chose. On ne peut pas mettre des casquettes New York, des casquettes LA ou Brooklyn qui viennent d'ailleurs. On n'a rien contre les rappeurs qui mettent ça. Mais pour nous, il faut valoriser ta culture, il faut valoriser ta communauté, quoi. Parce que ces bonnets-là, ce sont nos grands-parents qui sont au village, la plupart du temps, ou bien les vieux retraités qui mettent ça. Et en plus, il y a un autre aspect, parce qu'Amical Cabral, c'est un résistant. C'était un résistant qui est bissau-guinéen, qui luttait contre les colons portugais. C'est lui qui a créé Oui, c'est lui qui mettait ça. D'ailleurs, lui, il s'appelle Amical Cabral. Donc, c'est pour montrer aux gens que la résistance, elle est toujours là. C'est ça. Ok. Ça vient aussi après. On va en reparler après des Cabral. C'est un peu votre marque de fabrique. Fouken Kouk, ça veut dire quoi? Fouken Kouk, c'est un peu, ça ressemble à un mot anglais, mais c'est Wolof. Quand je dis Fouk, si je vous donne ma main, vous me donnez la mienne, la tienne plutôt, ça fait 10. 10 doigts. Donc Fouk, ça symbolise l'unité. Le N, ça signifie noir. Noir, nul. Patriotisme en quelque sorte. Kouk, c'est, comme on dit, rougeâtre, noirâtre. Nul Kouk. Donc ce Kouk, ça va avec le nul. C'est pour symboliser le patriotisme, quoi. Mais quand on définit lettre par lettre, par exemple le Fouk, ça peut signifier freedom. Freedom, ça veut dire liberté, parce que tout le monde a besoin d'être libre pour vaquer à ses occupations. Si on n'était pas libre, on ne serait pas là. Le U, c'est unity, comme je te l'avais dit tantôt, unity. Unity. Le K, c'est knowledge. Knowledge qui veut dire connaissance, savoir. Le N, c'est nurture, qui veut dire éducation, parce que pour nous, l'éducation est la meilleure manière de développer un pays, quoi. Donc, on a tous besoin d'être éduqués. Éducation, ça, c'est vraiment important pour une personne. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas éduqué, c'est-à-dire si on ne va pas à l'école, on ne peut pas réussir. Non, c'est loin de là, quoi. En tout cas, être éduqué, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école. Donc, une personne doit être éduquée, quel que soit alpha. Donc, l'autre cas, c'est know-how qui veut dire savoir-faire. Le U, c'est ubiquitous. Ubiquitous qui signifie en français omniprésent. On est partout. On est partout. Le dernier cas, ça veut dire knockout. Knockout, ça veut dire KO. Donc, quand la personne est armée de sagesse, de connaissances, donc il est prêt à tout. C'est-à-dire il est prêt à affronter n'importe quel obstacle. C'est ce qui symbolise le KO. Du coup, je pensais pas qu'il y avait tout ça derrière le nom. Comment vous avez brainstormé? Qui a eu bon, c'est nous tous, hein, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, pour nous, un artiste doit être un créateur, quoi. Donc, tu ne peux pas répéter les mêmes choses que les aînés faisaient. Si tu veux percer, il faut que tu te démarques, quoi, par rapport à ce qui se passait, par rapport à ce qui se passe, quoi. Du coup, à l'époque, quand vous avez créé le groupe, tu disais que c'était l'objectif premier, c'était de mettre Dalifort sur la scène hip-hop sénégalaise. Oui. C'était quoi les ambitions? C'était vraiment faire ça ou alors ça allait plus loin? Oui, Fouken Kouk, c'est un groupe de défis, comme je l'ai dit. Hein. On a grandi dans un quartier défavorisé où il y a les vols, les viols, délinquance, agression, promiscuité, pauvreté. On a laissé en rade. Dalifort, c'est un quartier enclavé. Il y a l'autoroute à péage. Il y a aussi le terre. Donc on est enclavé. Du coup, pour sortir, c'est tout à fait un problème, quoi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un groupe de défis. Donc tous ces mots qui gangrènent notre communauté,
on était là pour les défendre, quoi. Au début, c'était de faire tout pour que Dalifort fasse partie de la carte du hip-hop. On l'a réussi, mais ensuite, on a eu d'autres défis, quoi. Par rapport à la banlieue, par rapport au Sénégal, par rapport à l'Afrique et par rapport au monde entier, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que quand on parle de hip-hop, même de culture urbaine, on pense beaucoup à Pikine, Guédiawaye, parce qu'on parle beaucoup de Pikine et Guédiawaye, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'était quoi la vibe à Dalifort? Donc, il y avait vous, Fouken Cook, mais c'était quoi la vibe? Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de danseurs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent de Dalifort? Est-ce que le hip-hop, c'était une musique à Dalifort qui était reconnue? Oui, le hip-hop à Dalifort, c'était particulier. Pourquoi c'était particulier? Parce que c'était la première fois. Je ne sais pas si je peux aller directement ou bien c'est une question qu'on va me poser après. Les hip-hop à Dalifort, c'était particulier. Pourquoi c'était particulier? La création, on a créé une nouvelle tendance qu'on ne voyait pas ailleurs, seulement à Dalifort. L'accoutrement, le langage et le comportement. Parce qu'on mettait des baggy jeans, on continue à mettre toujours les baggy jeans parce que les gens disaient que ça s'est révolu. Donc nous, du coup, on a dit que chaque travail a une tenue. Donc pour nous, le hip-hop a une tenue, ou bien le rap, en quelque sorte, a une tenue. Parce qu'on ne peut pas s'habiller comme un joueur de football et mettre des joggings. C'est pas possible. Parce que les joueurs, ils mettent des joggings parce que c'est des joueurs, des sportifs. Nous, on ne peut pas mettre ça parce qu'on n'est pas des joueurs, on n'est pas des sportifs, on est des rappeurs. Donc on est obligé de s'habiller comme des rappeurs. Comme des rappeurs. Et du coup, le côté baggy, c'est inspiré de rap US? Oui. On mettait des baggy jeans, on a notre propre ligne vestimentaire, notre propre code, notre propre langage. Parce que si vous allez en France, on te parle de verlan. Si vous allez en Jamaïque, on te parle de patois. Aux États-Unis, on te parle de slang. Nous, on vous parle de kalamambed. Vous avez créé un langage. On a créé un langage pour valoriser la langue Wolof. Parce que comme je le disais tantôt, on ne peut pas valoriser la langue d'autrui. Ça n'a pas de sens. On parle Wolof. Le Wolof, c'est la langue nationale, donc on est obligé de valoriser ça. Dans notre album, d'ailleurs, on a même eu une brochure, un petit dictionnaire pour les mots qu'on a codés et leur définition. Mais du coup, c'était quoi? Il s'appelle comment le langage? L'album, le langage s'appelle Kalamambed. Et du coup, c'est quoi le principe? C'est de prendre des mots qui existent et il y a des mots qui existent déjà en Wolof. On les inverse, mais il y a d'autres mots qu'on a créés qui n'existent pas en Wolof, quoi. D'accord. Ouais. Et c'est un langage qui était parlé et compris à Dalifort ou ça Oui, c'est un langage compris très bien à Dalifort. Dans les autres quartiers, même dans les autres régions, même si tu vas en Casamance, à Bignona, les gens parlent le kalamambed comme des natifs de Dalifort. Si tu vas dans les autres quartiers aussi, c'est la même chose, quoi. Mais là-bas, c'est Dalifort, quoi. Et puis ce langage, on ne l'a pas créé pour nous seulement. On l'a créé pour que les rappeurs ou bien les artistes se l'approprient. Parce que, comme je le disais tantôt, chaque pays a ses réalités, quoi. Nous, on a nos réalités, donc pourquoi pas valoriser ce qu'on a ici, quoi. C'est ça, c'était ça l'objectif. Nice. Et c'était comment de faire du hip-hop à l'époque, en 2003? Du coup, le groupe il a été créé en 2003. Oui. C'est là aujourd'hui, ça fait 20 ans, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. À l'époque, c'était comment de faire du hip-hop? Comment vous trouvez l'inspiration? Comment vous écoutiez le hip-hop aussi qui venait d'ailleurs? Oui, nous, on n'avait pas l'habitude d'écouter, bon, moi perso et les autres, on n'avait pas l'habitude d'écouter le rap des autres continents en quelque sorte. Rarement, quoi. Peut-être si on rend visite à un ami, il met des sons américains, on écoute, mais quand on est entre nous, on n'écoutait que le rap jollof. Comme si nous, on a tous rap jollof seulement. Parce que nous, on croit toujours que le rap jollof est meilleur. Bon, était meilleur par rapport à ce qui se passe actuellement, quoi. Était meilleur pour nous, quoi. Parce qu'auparavant, en 2003, il y avait l'avènement de beaucoup de compilations, de beaucoup de groupes qui sortaient leur premier album en 2003. Vraiment, c'était l'apogée pour moi du hip-hop, quoi. Hip-hop? Ouais, du hip-hop, quoi. Et 2003, c'était l'apogée du hip-hop. Vous avez sorti votre premier album en 2013. En 2014. En 2014. Mais vous avez fait des compiles entre-temps? Oui, on a eu à faire des... Parce que nous, comme je le disais, on est toujours un groupe particulier. Parce qu'auparavant, nos sons, on ne les écoutait pas à la radio. Si tu veux écouter Fouken Cook, tu n'as qu'à venir au concert, assister.
On ne mettait pas le son. Vous n'étiez pas du tout diffusé Non. On a préféré garder nos sons. D'accord. Rester dans l'underground, s'il y a un concert, on va jouer. Si tu as envie de savoir ce qu'on a ou bien ce qu'on peut faire, tu viens au concert, tu vas découvrir quoi. Mais vous produisiez quand même genre... Oui, on avait beaucoup de sons. Parfois, si on a par exemple un concert, on nous invite à la radio ou bien à la télé et on fait la promotion de notre concert, on fait des freestyles et puis c'est tout quoi. Mais on a eu à faire des compilations. Avant la sortie de l'album, on a fait partie d'une compilation qui s'appelait Boulson, produit par Maestro Music Sega, un producteur qui était à Grand Yoff. On a eu aussi à participer à une compilation qui s'appelait, comment dirais-je encore, c'est le groupe n'existe plus. Chronique 2 qui avait produit ça. On avait mis un morceau qui s'appelait Rougoufous. Ensuite, on a fait un morceau dans la compilation du mouvement Yanamor qui avait sorti une compilation. Avant ça aussi, on avait participé à une compilation du groupe Daradji, produit par le Forum Civil qui parlait de la corruption. On avait mis un morceau là-bas qui s'appelait Yen Boudis. C'est un morceau qui a vraiment fait le tour du monde, le tour du Sénégal. Et puis, je peux dire que les gens nous ont vraiment découvert, mais nous ont vraiment donné du respect grâce à ce morceau. Quoi. On a eu à faire le tour du Sénégal avec ce morceau. Il y avait beaucoup de groupes, mais lorsque on a enregistré la compilation, les gens ont dit que c'est le morceau de Foukenkou qu'on va clipper. C'est le morceau de Foukenkou qui va faire la promotion de la compilation. Quoi. Parce que c'était vraiment un bon morceau. Quoi. Ça. Donc du coup, le principe, c'est que si on voulait écouter Foukenkou, il fallait les voir en live. Ça sortait pas il n'y avait pas de cassette de CD ou de son. Donc si on voulait les écouter à la radio, il fallait les inviter à la radio. Oui. Ok. C'était ça. Comment ça se fait que votre premier album est sorti donc du coup 11 ans après la création du groupe? Oui. C'était voulu que ça mette autant de temps? Oui, on peut dire que c'était voulu, c'était pas voulu. C'était voulu dans la mesure où pour nous, pour sortir un album, il faut ce qu'on appelle pendant, avant et après quoi. Il fallait ratisser beaucoup de choses avant de sortir l'album quoi. C'est pourquoi on a eu à faire beaucoup de sons. Si je ne me trompe pas, nous faisons partie, ou bien nous sommes le premier groupe à voyager sans album. Sans album, oui. Oui. On a eu à faire un concert à Paris, je crois que c'était en 11e arrondissement, je ne me rappelle plus. On n'avait pas d'album. C'était la première fois que ça arrivait. Un groupe underground qui fait du rap hardcore, les gens disaient que ce que vous faites là, ça ne dépasse pas les frontières. Donc on a cru et on les a même pas entendus parce que nous, on a toujours cru en ce que nous faisons. Donc, on est resté, comme tu l'as dit, 12 ans, c'est pas 13 ans dans l'underground sans sortir l'album. L'autre aspect, c'était voulu. L'autre aspect aussi, c'était... On a toujours eu des différends par rapport à ce que nous avons envie de faire. Et on est mal compris par rapport à ce que les gens nous proposent. On devait sortir notre album avec le groupe Daradji. Ça a traîné. On a arrêté. Ensuite, on est allé dans un label qui s'appelle, comment dirais-je encore, qui est basé à Guédiawaye, B-Records. On a commencé à enregistrer, mais après on a eu des différends avec le producteur. On a quitté. Nous sommes allés à Djegirai, des gens vraiment sympas que je salue au passage. Et puis je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toute la team Djegirai avec le décès de Bamba qui nous a vraiment soutenus. On a commencé à enregistrer là-bas. Ensuite, on a eu encore des différends par rapport à ça. Quoi. Parce que comme nous, on ne néglige rien du tout. Quoi. On veut que vous avez pris le temps pour garder vos valeurs. Oui. Donc, on a eu des différends. Après, ça a capoté. Ensuite, nous sommes allés voir Amadou Fale Matador, Africulture. Finalement, on a sorti l'album là-bas quoi, avec le label qui s'appelle King Booking. C'est pourquoi ça a pris trop de temps. Quoi. D'ailleurs, les gens qui critiquent disaient que l'album que Foukenkou a sorti, c'est un album qui devait sortir il y a 10 ans. Donc, moi, c'est un truc bon. Donc, nous, on s'en fout de toute façon. On donne le temps au temps. Avant de parler de l'album, je vais revenir un peu sur quand vous fonctionnez en tant que groupe, comment vous fonctionnez, qui écrivait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrivait plus qu'un autre, comment vous fonctionnez, qui écrivait, qui produisait, comment vous répartissez les paroles après, comment ça marche de fonctionner en groupe en fait? Ouais, bon, en groupe, tout le monde, nous Foukenkou, en ce qui nous concerne, tout le monde écrit. Hein.
tout le monde écrit quoi. On rappe ce qu'on écrit. C'est-à-dire, moi, je peux avoir une idée par rapport à un thème. Je viens, je propose aux gars, je dis, les gars, j'ai envie qu'on écrive sur la politique, par exemple, ou bien sur la paix, sur les enfants. Et chacun, d'accord, chacun dit que c'est bien. Après, on rentre, chacun écrit ses 16 mesures, bien 12 mesures. Après, on se rencontre à la salle de répétition, chacun propose ce qu'il a écrit. D'accord. Et puis si c'est bon, on valide. Ensuite, on enregistre quoi. C'est vraiment un collectif, c'est vraiment tout en collectif. Oui. Mais par rapport à l'écriture, chacun a son temps. Chacun a sa manière d'avoir une inspiration ou bien son style. Foukendouk, c'est 3 personnes différentes, donc les styles sont vraiment différents. Cap, lui, c'est la rue. Pidi, c'est plus religieux. Oui. Moi, c'est plus cool, quoi. Okay. C'est plus que c'est moi l'aîné. C'est plus cool, quoi. Et puis, par rapport aux lyrics, c'est plus technique, quoi. Ouais. De toute façon, comme je dis, l'inspiration, ça vient de partout. Parfois, je peux être en classe et avoir beaucoup d'idées en tête. À la fin du cours, j'écris ça. Ou bien, la plupart du temps, si je voyage, j'ai beaucoup d'imagination et j'écris, quoi. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais prof. Tu es prof de quoi? Prof d'anglais. Prof d'anglais, oui. Ok. Au lycée Lamine Gueye. Et puis, c'est vraiment particulier parce que j'ai étudié là-bas. Ouais. J'ai fait là-bas le lycée, seconde, première, terminale. Après mon bac, je suis allé à l'université apprendre l'anglais. Après, je suis allé à l'école normale. Ouais. Je suis allé ensuite en Ziguinchor, enseignement. C'était mon premier poste. Ensuite, je suis revenu au lycée pour continuer. Quoi, ouais. C'est la boucle. Les petits basketteurs à Lamine Gueye. Je connais les petits basketteurs. Ok. Et quand est-ce que, tout à l'heure, tu disais qu'il y a un titre, dans une compilation, il y a un titre que tout le monde voulait clipper, c'est vraiment celui qui vous a pas découvert, mais que, en tout cas, que les gens se sont pris. Il a fait beaucoup de choses par rapport à notre carrière. C'est le morceau qui s'appelle Yen Boudis. Ouais. Yen Boudis dans la compilation, comme des Sacrée Corruption, quoi. C'est vraiment... Est-ce que c'est ce titre-là qui vous a fait décoller et avec lequel vous avez... Oui, je peux dire que, bon, ce morceau fait partie des morceaux qui nous ont fait décoller. Si ce n'est pas ce morceau, parce que tout le monde l'écoutait, hein. Tout le monde l'aimait. Musicalement, c'était vraiment cool, quoi, parce que notre beatmaker avait commencé à faire le beat. Ensuite, c'est Fade Freddy qui a continué. Il a eu à faire quelque chose par rapport à l'intro. On a fait le morceau avec un gars qui s'appelle Crazy Cool, qui habite chez nous. Donc vraiment, le morceau nous a fait beaucoup de choses, quoi. A beaucoup contribué par rapport à notre carrière, par rapport au nom du groupe et par rapport au quartier, quoi. Et après, il y a le premier album. Donc, le premier album, il s'appelle Def Ndam Generation. Def Ndam Generation, oui. Ça veut dire que c'est la génération victorieuse, quoi. Ouais. Comme je le disais tantôt, nous, on est dans la banlieue, on nous donne rien. C'est-à-dire tout ce que le banlieusard gagne, c'est à la sueur de son front, quoi. Donc, on a dit Def Ndam Generation, c'est-à-dire la génération victorieuse. On est parti de rien, on ne connaissait pas notre quartier, on s'est décarcassé pour que le quartier fasse partie de la carte du hip-hop. Donc, on va aussi se décarcasser pour que le groupe soit entendu au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Et ça, vraiment, on l'a réussi parce que après la sortie de l'album, on a eu à faire des tournées. On est allé en Belgique, on a fait là-bas 3 semaines, on a fait beaucoup d'émissions, on a fait beaucoup de scènes. Et c'était vraiment cool, quoi. C'est grâce à cet album qu'on a eu à faire ça. Et comment vous avez été accueillis? Parce que du coup, vous connaissez bien le Sénégal, vous avez fait des concerts, etc. Comment vous avez été accueillis en Belgique, en tout cas hors du Sénégal? Comment ça s'est passé? Est-ce que dans les publics, il y avait beaucoup de diaspora sénégalaise? Est-ce que c'était belge? Oui, il y avait des Sénégalais, mais la plupart des gens qui étaient dans le public, c'était des Belges, quoi. Des Belges. Parce que c'est une structure qui nous a amenés là-bas. La structure s'appelle Les Arts Urbains. Les Arts Urbains, c'est une structure qui travaille avec Africulture Urbaine, quoi. Okay. Donc, du coup, il y avait un de leurs membres qui était venu ici en vacances, je crois. Il nous a trouvé en train d'enregistrer notre premier album à Pikine. Il a écouté. Il est rentré, il a dit aux gars, j'ai vu un groupe qui est à Dalifort, quoi. Je crois que ce groupe-là, il fera l'affaire par rapport à ce que nous voulons organiser ici, quoi. Votre album, c'est un album en Wolof? Oui. Il y a des morceaux en Wolof. Oui, la plupart des morceaux, c'est en Wolof, quoi. C'est en Wolof. Ensuite, il est parti, il a expliqué aux gars. Il est revenu, il nous a vus sur scène. Il est reparti encore, expliqué aux gars. Finalement, les gars ont décidé de venir
par curiosité, quoi, pour voir, quoi, parce que peut-être le gars, il est notre ami du genre, mais nous, on ne le connaissait même pas. Ouais. Ensuite, ils ont organisé un concert à Guédiawaye. Ils nous ont vu prester. Comme je le disais tantôt, Fouken Cook, c'est un groupe particulier parce qu'on a eu ce que nous avons fait dans le hip-hop, personne ne l'a fait ici au Sénégal. Nous sommes le premier groupe à vendre un morceau CD avant la sortie de l'album. On a eu à sortir C'était quand vous avez vendu ce CD? C'était en 2011, 12, quelque chose comme ça. Un morceau, un morceau qui s'appelait Defnam. Ouais. Defnam. C'est un morceau de l'album? Non, ça ne fait pas partie de l'album. C'est juste un single qu'on a sorti. On a vendu ça. Au début, les gens disaient que vous êtes fous, vendre un morceau, comment ça se passe? C'est bizarre. On l'a fait et on l'a réussi. C'était la première fois en Afrique. Un morceau seulement. Vendre un morceau. Les gens ont acheté un morceau et on a eu à faire des tournées avec ce morceau-là. Donc, comme je le disais, nous sommes un groupe particulier. Vendre un morceau sans sortir l'album, c'était la première fois au Sénégal. Et on l'a fait et puis on l'a réussi. Ensuite, on a sorti un deuxième morceau aussi. On l'a vendu aussi. Donc vous vendez avant morceau par morceau? Oui, on a eu à vendre 2 morceaux avant l'album. Ouais. Et comment vous avez commercialisé l'album? Parce que comme tu dis tout à l'heure, tu disais que Fouken Cook, si on voulait les écouter, il fallait les inviter. Il n'y avait pas de... Oui. Votre morceau, il ne tournait pas comme ça sur une clé ou quoi. Donc, et quand tu passes à l'album, c'est autre chose. C'est une autre promo, c'est une autre... Il y a toute une stratégie derrière. Comment vous l'avez commercialisé, l'album? Oui, l'album, c'était sous forme de CD. On a eu à vendre ça. Le premier jour, la sortie de l'album, on a vendu beaucoup de CD. C'était chez nous, dans notre quartier. Beaucoup de monde était là. C'est un album que tu as attendu quand même. Oui, c'était parce que 13 ans de l'underground, vraiment. Oui. On était le seul groupe à être attendu. Même jusqu'à présent, le deuxième album, les gens l'attendent. Yeah. Nous sommes toujours, Maurice à part, nous sommes toujours le groupe à être attendu. Okay. Oui, parce que c'est des défis à relever, parce que déjà, comme on dit, deuxième album, ça doit être une confirmation. Ouais. Une confirmation par rapport au premier album. C'est tous les 10 ans, parce que ça va faire 10 ans. Oui, c'est tous les 10 ans. Parce que je me rappelle, quand on a créé le groupe, en 2004, on discutait un jour autour du thé, quoi. Un gars de nos staff disait, mais Cap, quand est-ce que vous allez sortir votre album? Naturellement, Cap, il ne savait même pas, il a dit dans 10 ans. Ouais. C'était en 2005, je me rappelle. Et 10 ans après. Il a dit dans 10 ans. Il a dit, moi j'avais l'habitude de dire que en Wolof, Kougoudul Fan do ko fekke quoi. C'est-à-dire, celui qui n'a pas une longévité, il ne pourra pas être présent le jour de la sortie de l'album parce qu'on ne sait pas quand ça va sortir, quoi. Ouais. Et cet album, il a marché, comme on dit? Oui, l'album, il a marché. Hein. Bien vrai que nous, artistiquement parlant, pour nous, ça reste, quoi. Quand je dis ça reste, parce que musicalement, il y avait beaucoup de couacs. C'est un album qu'on a sorti, comme on dit en fitna. Fitna, je ne sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire, on devait sortir ça pour passer à autre chose, quoi. Donc, du coup, on a bossé avec 3 labels, ça n'a pas marché. Le dernier, donc, il fallait coûte que ça sorte, quoi. Ouais. Même le jour de la sortie de l'album, je me rappelle, on a eu les CD 3 jours avant. C'est-à-dire, le gars, il a masterisé. On n'a même pas eu le temps d'écouter le mastering si c'est bien fait ou pas. Parce que tellement qu'il y avait beaucoup de détails qui tournaient autour. Et on avait déjà précipité. Oui, on avait déjà dit que le 21 novembre 2015, l'album va sortir. On ne pouvait plus reculer. Quand tu annonces, il faut sortir. Ouais, donc c'était ça. Vraiment, c'était la première fois qu'un groupe de rap sort un album dans le quartier. Les gens étaient contents, nos parents étaient là-bas, nos mamans, nos papas, bon, les frères, les sœurs. Les autorités aussi étaient là. Ouais. Comme je l'ai dit, Fouken Cook, c'est un groupe particulier parce que nous, on est différents des autres groupes. Peut-être c'est le quartier qui fait la différence. Nous, toutes les autorités qui sont dans le quartier, ils nous connaissent et ils nous respectent. Ils ont un œil par rapport à tout ce que nous faisons. Et même si des fois, que ça soit les religieux, que ça soit les griots, que ça soit les autorités politiques ou tout le monde. Et si des fois vous êtes un peu critique dans vos paroles? Oui, on est par rapport à ce qu'on développe dans nos paroles. Ouais. Oui, j'imagine des fois il y a des, je sais pas, c'est des critiques politiques ou... Oui, parce que comme je le disais, on est membre du mouvement Y en a marre, donc c'est naturellement on est des rappeurs engagés, quoi. Mais dans l'album, l'engagement, on l'a focalisé sur
le social. Ok. Parce que pour nous, c'est vrai qu'il y a l'État ne peut pas tout faire, mais nous aussi, en tant que citoyens du monde, on doit apporter notre édifice par rapport au développement de notre commune, du pays ou bien de notre continent, quoi. Parce que le quartier qui t'a vu grandir, tu lui dois quelque chose. Que ça soit côté éducatif, que ça soit côté culture, que ça soit côté politique, quoi. Donc du coup, les sons, on les base uniquement sur l'aspect engagement social, quoi. On sait que la vie est chère, mais il faut se décarcasser. Pour acheter un sac de riz, il faut se décarcasser pour payer l'eau, l'électricité. On ne peut pas croiser les bras et mettre tout sur le dos de l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. Même Dieu ne peut pas tout faire. Oui. Vous avez très vite assumé le fait que votre rap, c'était un rap engagé. D'ailleurs, tu en as vite parlé, là, quand on en parle, tu en parles aussi. Pour toi, le rap, en tout cas pour toi et pour Fouken Cook, ce sera jamais un entertainment? Vous l'utiliserez jamais comme un entertainment? Bon, pour moi, personnellement, ce sera jamais un entertainment parce que, comme je l'ai dit, hein, nous, on est entré dans la musique pour relever des défis. C'est pas pour faire plaire à Mapate ou Mademba, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dénoncer, il y a beaucoup de choses qu'on doit dire, il y a beaucoup de choses qu'on doit montrer. On doit montrer notre talent, on doit ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe dans la banlieue. On doit dénoncer les mots. Donc, on n'a pas le temps vraiment de faire du entertainment, quoi. Pour moi, on n'a pas ce temps-là, quoi. Mais je n'ai rien, parce qu'un rappeur n'est pas obligé d'être engagé. Hein. Oui, bien sûr. C'est comme Michael Jackson et Bob Marley, par exemple. Bob Marley, il ne meurt pas parce qu'il était engagé, socialement et politiquement. Quand je te demande quand est-ce que Michael Jackson est mort, tu ne peux pas me donner la date, parce que c'est pas la même chose. Mais quand tu dis Bob Marley, tu me diras que c'était en 1981. Parce que c'est gravé dans l'esprit des gens par rapport à ses paroles, par rapport à son discours. Tandis que Michael, lui, il était sur l'aspect entertainment. On peut dire, artistiquement parlant, Michael peut-être mieux que Bob Marley, mais il est mort avec ses produits. Tandis que Bob Marley, il est mort, mais il est vivant grâce à ses produits. Donc c'est ça. Ouais, après Michael Jackson, c'est quand même été un grand artiste. Oui, un grand artiste renommé. Du coup, c'est quand même une musique qui perdure, qui traverse les frontières. Ok, et aujourd'hui, c'est quoi vos principaux combats, les principales thématiques des sons que vous travaillez? Oui, on travaille toujours sur l'engagement social, conscientiser les jeunes, leur dire que c'est vraiment difficile, mais il faut toujours il faut être un débrouillard, quoi. Il faut toujours se décarcasser pour joindre les deux bouts, quoi. C'est bien vrai que c'est pas facile, mais il faut se décarcasser pour joindre les deux bouts, quoi. C'est difficile. Il y a la conjoncture, il y a la promiscuité. Nos mamans sont fatiguées, nos soeurs sont fatiguées, donc il faut être oisif, quoi. Il faut toujours se battre pour s'en sortir, quoi. Parce que puisque les politiques ont échoué, donc on ne peut pas les attendre. D'ailleurs, si on les attend, on est toujours déçus. Donc du coup, on doit se débrouiller pour s'en sortir, quoi, positivement. Okay. Ouais. Et je vais revenir un peu sur le côté artistique. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de concert au Sénégal? Au Sénégal, c'était un concert en 2013 à l'université Cheikh Anta Diop. Ouais. On revenait juste de Paris. 2 jours après, il y a eu un concert que Simon avait organisé avec Orange ou Crène, je crois, à Lucat. C'est un concert qui m'a vraiment marqué parce que c'était en quelque sorte un concert de règlement de compte. Okay. Parce que quand je parle de règlement, il y avait beaucoup de rappeurs qui étaient là-bas. Donc, c'est un concert avec plusieurs artistes? Oui, avec plusieurs artistes. Donc, il fallait vraiment marquer notre empreinte. Et puis, on l'a fait, on l'a réussi, quoi. On l'a fait, on l'a réussi. Il y avait aussi un autre concert que Kergui avait organisé le 24 décembre au stade Iba Mar Diop. Là-bas aussi, on a mis le feu, c'était cool, c'était vraiment nice. Il y avait aussi le concert de Nidov que je salue au passage qui est toujours derrière les barreaux. Et je souhaite qu'il soit libre pour qu'il puisse vaquer à ses occupations parce que la place d'un artiste, c'est pas la prison quand même. Lui, il fait des concerts chaque année. Donc si on va là-bas vraiment, on fait du tabac, quoi. Vraiment, vraiment. Les concerts de Nidov, ça... Fouken Cook a toujours fait tabac là-bas, quoi. Ouais.
c'est ça. Et les concerts à Dalifort, ça devait être quelque chose. Oui, chez nous aussi. On n'a pas vraiment organisé beaucoup de concerts à l'intérieur du quartier, mais peut-être à côté. Il y avait une boîte qui s'appelait Cafétéria. Tous les dimanches, ou bien toutes les fêtes, tous les jours de fête, ou bien la veille de fête, on organisait des matinées hip-hop, des soirées hip-hop, quoi. Mais avant la sortie de l'album, on a eu à faire un concert avec Orange. C'était en 2014, si je ne me trompe pas. Ouais. Un grand concert. On avait invité beaucoup d'artistes. C'était en collaboration avec Orange, quoi. C'était vraiment cool pour le quartier, comme je l'ai dit. Hein. Toutes les autorités sorties, que ce soit les autorités religieuses. Nous, pourquoi on est particulier? Parce que même si on part en voyage, les autorités religieuses prient pour nous. Ouais. Donc c'est vraiment différent des autres quartiers, quoi. D'accord. C'est ça la particularité de Phuket Cook. Et il y a des jeunes artistes là que vous avez vus émerger et que vous avez inspiré en fait, qui disent moi je suis devenu artiste parce que, comme tu m'as dit, oui, j'ai fait du rap parce que j'écoutais Darajé et tout. Oui. Il y a des artistes qui disent moi c'est Phuket Cook qui m'inspire. Il y en a, hein. Il y en a qui sont devenus artistes grâce à Phuket Cook. Et qui viennent de Dalifort, du coup. Qui viennent de Dalifort ou d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un ou deux ou trois sons que vous avez sortis qui t'ont marqué en particulier ou peut-être qui t'ont plus touché? Si, moi les meilleurs morceaux de Phuket Cook, c'est le morceau qui s'appelle Rouboufous. Rouboufous, lorsque les gens ont enregistré ça, j'étais à Ziguinchor. Je n'ai pas posé là-dessus, c'est Cap et Pidi qui ont posé sur ce morceau dans la compilation de Nous Air produit par Chronique 2As. C'est un morceau que j'aime écouter parce que les paroles me touchent, quoi, au fond du cœur. L'autre morceau, c'est le morceau qui s'appelle Souba. Souba qui veut dire demain. Django. On a eu à développer beaucoup de choses par rapport au morceau. C'est un morceau vraiment... Je me rappelle, un jour on était en ville, un marchand ambulant est venu nous voir. Il nous a dit vraiment, ce morceau-là, c'est ce morceau qui m'a poussé à devenir aujourd'hui ce que je suis. C'est un morceau qui parle de quoi? Bon, il parle de l'avenir. Quand on parle de Souba, c'est demain qui parle de l'avenir. Donc, l'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Donc, on galvanisait les gens dans ce morceau pour qu'ils se préparent par rapport à leur avenir. Parce que, comme on le dit, hein, quand tu es banlieusard, toi, on ne t'offre rien du tout, tu n'as pas de cadeau. Donc, il faut que tu te décarcasses pour t'en sortir, quoi. C'est ce qu'on développe dans ce morceau, quoi. Ok. Et là, niveau actualité, vous préparez quoi, du coup, ce deuxième album? Oui, là, on prépare notre deuxième album qui doit sortir décembre ou janvier. 2023, là 2023, là, au début janvier. Donc, ça fera vraiment tous les 10 ans. Ouais, tous les 10 ans, oui. Peut-être l'autre album sortira après... 10 ans après, quoi. Donc, c'est un album qu'on a depuis 2 ans ou 3 ans. On bosse là-dessus. Ouais. On devait sortir l'album avant le corona, mais après la maladie a chamboulé beaucoup de choses. D'ailleurs, normalement, on devrait être au Canada. On avait une date à jouer là, mais à cause du corona, finalement, ça a chamboulé les choses, quoi. Mais là, on prépare l'album. Comme je l'ai dit, notre premier album, nous, artistiquement parlant, moi particulièrement, c'est pas un album, quoi. On l'a sorti parce qu'on devait le sortir, parce que je sais que le talent est là, l'engagement est là. Donc avant juste de sortir le premier album, le gars qui faisait nos beats là, il a abandonné la musique, il s'est tourné vers la religion. Donc ça nous a un peu bloqué. Donc musicalement parlant, l'album Def Nam Generation, il y avait beaucoup de choses à rectifier, quoi. Même parfois les lyrics et autres, quoi. Donc tout ce qu'on a raté dans le premier album, on souhaite rattraper ça dans le deuxième album, quoi. Que ça soit musicalement, lyricalement, côté structuration, côté promotion et beaucoup de choses. Il y a des morceaux qui vont être repris ou pas? Bon, on a envie de reprendre un seul morceau qui parle de l'éducation, quoi. C'est Beer School, c'est-à-dire à l'intérieur de ton école, quoi. Le comportement que tu dois avoir envers ton prof, le comportement que le prof doit avoir envers les élèves et l'administration et tout ce qui tourne autour de l'éducation, quoi. C'est un morceau particulier parce que si je fais écouter ça à mes collègues, l'album est sorti il y a 10 ans, mais s'ils écoutent ça, ils disent que mais c'est un nouveau morceau. Ouais. Je leur dis que non, c'est un morceau qui faisait part de notre album, quoi. Donc du coup, on s'est dit qu'il faut qu'on reprenne le morceau pour que le morceau aille de l'avant, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, ça veut dire que les choses n'ont pas changé. Ouais.
Comment tu avais évolué le hip-hop au Sénégal, toi, de ton point de vue à toi? Oui, le hip-hop a évolué par rapport à ses débuts, que ça soit côté lyrics, que ça soit côté entertainment, que ça soit côté musique. Parce que au début, les Daradi, il y avait tout le temps dans le groupe 3 personnes. Celui qui faisait la soul, celui qui rappait et celui qui faisait la voix groove. Ouais. Et puis la plupart des groupes, ça se terminait par G, Daradi, Ouais. Kompo G. Donc tout était un peu inspiré de... Ok, tous les groupes étaient inspirés du Daradi, quoi. Mais après, au fil du temps, avec l'avènement de Rapadio en 98, vraiment, le hip-hop a changé de fusil d'épaule, quoi. Ouais. Après, les gens ont commencé à comprendre que on peut rapper sans être bien habillé. Parce qu'auparavant, avant l'avènement de Rapadio, bon, parfois, les artistes étaient complexes pour monter sur scène avec des habits déchirés ou bien des... Il fallait être propre. Et... Oui, il fallait être propre, quelque chose comme ça, quoi. Mais avec l'avènement de Rapadio, on a compris que ce sont les paroles qui sont importantes, mais pas l'habillement. Okay. C'est ce qui a révolutionné le hip-hop. C'est le contenu, c'est pas l'apparence. Oui, c'est ça. Est-ce que quand tu regardes tout ce que vous avez fait, tout ce que tu as fait, est-ce que tu t'imaginais que tu serais rappeur? Bon. Avant de te lancer dans le rap. Dans le rap. Bon, je ne m'étais pas imaginé. Bon, oui, peut-être, parce que même pendant que je dansais, j'écrivais de temps en temps. Oui. Mais t'imaginais que tu aurais une carrière comme ça? Oui, j'imaginais. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, hein, nous, on est dans la banlieue, on vit toujours loin, quoi. Oui. Parce que même si on joue au billes, on a envie de gagner. Oui. Même si tu nous gagnes, donc ça nous choque. Donc, on a toujours dit qu'il faut se décarcasser. Parce que quand j'étais au lycée, j'étais avec des fils de ministres. Auparavant, on était ensemble dans la même classe. Eux, ils venaient avec des bagnoles. Moi, je prenais le train. Je descends à la gare. Ensuite, je marche 15 minutes pour arriver au lycée. Eux, ils venaient avec des bagnoles de 8 heures, ensuite 12 heures. Ils rentrent chez eux, ils se lavent, ils changent d'habit, ils reviennent. Moi, je passe toute la journée là-bas. Parfois, je ne mange pas, je bois du thé ou bien je mange des arachides. Mais quand on faisait des devoirs, je m'en sortais. C'était pour dire que si on est déterminé par rapport à quelque chose, si on est ambitieux, si on est engagé pour faire quelque chose, rien ne peut nous arrêter à part le destin, quoi. Ouais, donc c'est pourquoi quand je suis entré j'ai commencé à rapper, je me suis dit que je vais dépasser les frontières, quoi. Ouais. Et prof, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Bon, quand j'étais enfant, j'avais envie d'être un médecin. D'ailleurs, il y a un gars, un aîné que je salue au passage, qui s'appelle Abdoulaye Diallo. C'est lui qui faisait la circoncision à Dalifort. Il m'appelait Docteur Mbalo, quoi, parce que on jouait une pièce de théâtre là, j'ai joué le rôle de docteur, quoi. Okay. J'avais envie d'être un médecin, mais au fil du temps, j'ai su que ça ne peut pas être, parce que déjà, il faut que tu fasses la série. Moi, je suis littéraire, donc ce n'était plus possible. Ouais. Après, l'anglais, c'est une langue que j'ai toujours aimée. Donc, quand j'ai eu mon bac, on m'a orienté pour faire lettres modernes. J'ai dit que je ne vais pas faire lettres modernes. On m'a amené en géographie, j'ai dit non, je fais anglais, mais je reste chez moi. Okay. Par la suite, on a réglé ça, j'ai fait l'anglais. Donc, naturellement, si on fait l'anglais, on a eu la licence et la maîtrise. On ne peut pas rester comme ça, on est obligé de faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai fait le concours école normale. Ensuite, j'ai commencé à enseigner, quoi. Mais au fil du temps, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ouais. C'est ça. Du coup, tu as aimé. Oui, j'ai aimé. Et puis, enseigner les gens, c'est quelque chose, comme on dit, c'est du djamouyala, quoi. Comment donner quelqu'un des connaissances, c'est quelque chose de bien, quoi. Parce que en retour, tu gagnes beaucoup de choses, quoi. C'est pas par l'argent, mais tu gagnes. Donc, soit c'est une fierté que je vois mes anciens élèves qui sont des professeurs comme moi, ou bien qui sont des gendarmes, ou bien qui sont des gradés. Récemment, on est allé à un concert à la Padoua. J'ai vu un policier, c'est lui-même qui m'a reconnu. Il m'a dit, monsieur Mbalo, si j'étais mon prof en terminale. On a changé les numéros. Parce qu'on ne peut pas reconnaître tous les élèves, quoi, toutes les figures, quoi. Donc, parfois, il y a des choses qui t'échappent, quoi. Est-ce que tes élèves, ils savent? Oui, ils savent. Parfois, ils regardent mes clips, ils me disent, monsieur, je suis votre émission, ou bien j'ai vu votre vidéo à la télé. Ouais. Du coup, quoi.
Parfois, s'il y a des élèves qui sont des rappeurs, ils viennent te demander des conseils. Ouais. Tu leur donnes des conseils et puis la vie continue, c'est ça. C'est quoi ta période préférée du hip-hop sénégalais? C'est entre 98 et actuellement, peut-être les 5 dernières années, quoi, de 2003, de 98 plutôt à je dirais à 2010, 2015, quelque chose comme ça. Quoi. Okay. Et surtout de 98 à 2015. Ouais. C'est ma période préférée du hip-hop. Quoi. Parce que en ce moment, vraiment, les albums qui sortaient, c'était des rappeurs matures, c'était des rappeurs engagés socialement, c'était des rappeurs vraiment que tu as envie d'écouter par rapport à leurs écritures, par rapport à leur discours, par rapport à leurs interviews. Mais maintenant, les jeunes qui sont là, ils sont talentueux. Hein? Eux, ils sont dans l'aspect entertainment et l'aspect business. Peut-être que nos aînés comme Darji, PBS, ils n'ont pas BMG, ils n'ont pas eu ce flair, ou bien ils n'étaient pas trop dans le business. Ils étaient seulement dans le show. Mais les jeunes, comment dirais-je, ils ont les deux. Ils ont les deux, le show et le biz. Et puis ils sont plus dans le biz que d'ailleurs dans le show parce que le contenu de leur son, vraiment, parfois, ça reste à être désiré. Quoi. Mais ce qui me plaît, ils s'en sortent. Parce que parfois, tu es dans la banlieue, comme je le disais. Hein. Tu es parti de nulle part. Et finalement, tu sors un album qui fait tabac, tu fais des tournées nationales, qui fait des tournées internationales. Tu loues un appartement, tu te maries, tu aides tes parents. Grâce au rap, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Même si le contenu n'est pas trop truquement. C'est ce que j'aime, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération. Ouais, il y a encore quelques rappeurs qui sont engagés quand même. Ouais. Là, je vais te poser des questions que je pose à tout le monde. Tes artistes sénégalais préférés, musicalement parlant, mais c'est pas forcément dans le hip-hop, ça peut être... Musicalement parlant, que ce soit mbalax ou reggae, quelque chose comme ça. Bon, musicalement parlant, je dirais rap parce que j'écoute parfois acoustique. Quand je parle de rap, mon artiste préféré, c'est Degiba, Iba Rapadio. C'est un grand que je respecte par rapport à son engagement, comme je le disais. Hein. Et tu écoutes d'autres musiques? Oui, j'écoute d'autres musiques acoustiques, j'aime. Okay. J'écoute Cherlo, j'écoute Pabecher, j'écoute parfois Tafa Djarabi. J'écoute l'acoustique en quelque sorte, quoi. La musique douce. Okay. Parfois, il m'arrive d'écouter Kumba Gawlo parce que c'est une femme qui m'a marqué lorsque j'ai dansé. On a eu à danser ces morceaux. J'ai toujours voulu faire quelque chose avec elle. Mais moi, je n'ai pas fait les démarches. Okay. J'ai jamais essayé, quoi. Mais c'est une femme que je respecte artistiquement parce que j'aime ce qu'elle fait, quoi. Okay. Et je pense qu'un jour, on aura l'occasion de s'asseoir ensemble ou bien de faire quelque chose ensemble, quoi. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais fait les démarches, quoi. Ouais. Bon, le message, il passe. Celle-là, elle est dure. Ton son sénégalais préféré? Un morceau, que ça soit rap ou truc. Ouais, un morceau. Un morceau. Je dirais Souba. Ah, donc votre morceau. Ouais, Souba de Fouken Kouk, oui. Un classique du rap sénégalais. Pas notre morceau, quoi. Ouais, ou ça peut être... un classique. C'est vraiment un classique, genre que tout le monde connaît, que tout le monde doit connaître, en tout cas. Oui, il y a bon, je dirais deux classiques. Il y a le morceau de BMG qui s'appelle Le Loxo Def Loxo Koy Dindi. C'est un morceau qui parle de la politique, sorti en 99-2000 hein, dans la compilation, je crois, Politicien. C'est un morceau qui nous a plu, qui a plu à tout le monde. Il y a aussi le morceau de Rapadio qui s'appelle, comment dirais-je encore, j'ai oublié d'ailleurs le nom. Je crois que c'est Rebichi Abi, c'est un morceau qui s'appelait Rapadio, c'était le titre éponyme de l'album, je crois. Ces deux morceaux, vraiment, ces deux classiques m'ont beaucoup marqué, quoi. Ok. Et tes 3 rappeurs préférés, même hors Sénégal? Hors Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Shuriken, c'est un rappeur que j'aime. Shuriken, I am de Marseille. Il y a aussi Youssoufa. Ouais. Youssoufa, Shuriken, bon, je dirais les deux là. Vraiment, je me retrouve par rapport à ce qu'ils disent, quoi. Ouais. Shuriken et Youssoufa. Ok. Merci beaucoup. Yeah, thanks. C'était cool. Yes. Merci à Freeloader d'être venu nous raconter l'histoire de Fouken Kouk et de nous avoir donné sa vision.
Merci à la MCU de Ouakam d'avoir mis son studio à notre disposition pour l'enregistrement. J'espère que cette conversation vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de Hip Hop Sénégal Rec.